reçu de la façon dont on voudrait que ça le soit par les consos et par l'expérience client, quoi. Donc là, dans ce cas-là, c'est un peu ça qu'on a mis en place. Absolument, c'est pas reçu et compris en fait par les clients. Et donc notre enjeu à ce niveau-là, c'était d'aller les interroger et les approcher. Donc pour faire court, on a mis en place deux méthodos assez complémentaires. Une méthodologie qualitative où l'objet c'était de réunir des consommateurs, les écouter, les projeter, leur demander ce qu'ils comprenaient du concept précisément, ce qu'ils renvoyaient. Et là, on a mis au jour en fait un certain nombre d'incompréhensions, on va dire de décalage, puisqu'on avait une communication qui était quand même assez décalée, qui voulait être un petit peu provocatrice, mais finalement loin de cette singularité du concept. Et donc ça a été un révélateur assez intéressant, qu'on a couplé avec une approche également collaborateur, puisqu'on a aussi profité de l'occasion pour interroger également des collaborateurs. Et on allait même plus loin dans le déroulé, parce qu'on ne s'est pas simplement arrêté au positionnement, on a aussi travaillé sur la notion de produit, de positionnement prix, test organoleptique, etc. On a fait vraiment, sur ce dossier-là en tout cas, une radiographie complète, à la fois quali et puis en validation derrière quanti. Test organoleptique, tu nous rappelles ce que c'est? On goûte en fait, on goûte les produits. Oui, pardon. Non, en restauration, c'est-à-dire que c'est pas uniquement sur les industriels, tu as le côté goût, mais là, tu as le côté expérience dans le restaurant, etc. C'est de l'organoleptique. Voilà, et si je peux compléter, même, Frédéric, jusqu'à, tu parlais de positionnement prix, mais également la carte même. La carte, le contenu, qui souvent est un défaut dans la restauration, c'est-à-dire qu'on veut beaucoup en mettre parce qu'on sait faire beaucoup de choses, mais finalement, il y a une certaine confusion chez le client qui demande en fait des choses assez simples à des prix, on va dire, corrects, puisqu'on était quand même sur un positionnement enseigne, on va dire, vous voyez, un milieu de marché. Et donc, on avait pas mal de décalage. Donc, l'étude a permis de mettre en évidence un certain nombre d'éclaircissements comme ça, et qui nous a, alors, peut-être on en parle maintenant, mais qui nous a amené à des préconisations et des recommandations qui nous ont mis en fait dans un positionnement de conseil, avec un axe préconisation sur le positionnement, préconisation dans la revue également de certains produits, et également dans le parcours, parfois aussi et dans l'exécution des services. Dans le parcours client, tu as raison, et même des préconisations physique, c'est-à-dire dans le lieu de vente, sur l'organisation physique du lieu de vente, avec des, voilà, alors je ne peux pas te révéler, mais avec des vrais partis pris. Est-ce qu'on met tel type de physiquement de process en avant ou pas? Enfin, voilà, ça allait jusque-là, donc c'est quand même loin d'être neutre. Mais après, moi, j'observe dans les différentes interventions qu'on a faites dans le milieu de la restauration, dites-moi si je me trompe, alors aussi parce qu'on est arrivé sur des concepts qui avaient des problèmes, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas qui se posaient des questions, pas forcément des problèmes, qui se posaient des questions. Est-ce qu'il n'y a pas souvent, j'ai l'impression qu'on a souvent rencontré, et ça, c'est pas toujours évident pour les dirigeants de s'en rendre compte, une espèce de trou dans la raquette dans le storytelling de l'enseigne, qui est hyper important dans la mise en concept de la restauration. Et là, pour le coup, tu parlais de la carte, on a une espèce de rupture du storytelling dans la carte, où on se positionne. Je dis n'importe quoi, admettons qu'on se positionne dans un concept ultra, je sais pas, américain, ranch, etc. Et que derrière, on a des plats qui correspondent pas, on a une logique qui correspond pas, etc. Tu vois, ça, on l'a souvent vu. Alors, j'essaie je ne peux pas donner trop d'exemples précis, mais tu vois, j'ai l'impression, et dans l'ensemble de storytelling qui va se décliner sur l'ensemble du concept, c'est-à-dire à la fois dans sa communication, à la fois dans les marqueurs physiques qu'on a dans le point de vente, et à la fois aussi dans l'exécution des choses, et dans la compréhension de l'exécution et du storytelling aussi par les collaborateurs. Et c'est notamment vachement vrai chez les serveurs. Je me souviens d'une étude qu'on a fait où on a déployé un concept, il y avait eu zéro formation des serveurs. En fait, ils ne savaient pas, même eux, ils ne savaient pas expliquer le nouveau concept. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, nous, ce qu'on voit, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que ce storytelling-là, les consommateurs savent dire ce qu'ils ne comprennent pas et où sont les trous, même si ce n'est pas forcément évident pour le dirigeant qui a un peu la tête dans le guidon. Et puis souvent, on a un positionnement, une communication, qu'elle soit relayée d'ailleurs online ou pas, sur son site internet par exemple, peu importe. On fait des choses, on ne les a pas validées, on ne les a pas mesurées, on ne les a pas confrontées aux clients. À aucun moment on se pose ces questions-là. Et là, c'était un peu quand même ce fait-là, où finalement toutes les forces de l'enseigne n'étaient jamais relayées. C'est-à-dire que toutes les forces sur lesquelles on pouvait capitaliser et surtout se différencier face aux concurrents, on avait plutôt cherché finalement
à cocher des cases qui étaient déjà occupées par les autres. Et bien, ça pose un petit problème. Donc, c'est là où tout le travail qu'on a eu. Alors, ça me permet aussi de rebondir sur une chose, c'est que le travail qu'on a eu là, en l'occurrence, on arrive un peu après. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, au milieu, si je puis dire, parce que parfois, on peut travailler quand on nous sollicite, on peut être très, très, très en amont. Voilà, on va être dans la stratégie, la réflexion, et l'enseigne se dit, il faut que je commence à modifier des choses. On peut être très en amont, on peut arriver en pompier, on en reparlera sur d'autres exemples après. Là, on était un peu entre deux. C'est-à-dire que, comme j'ai dit au début, l'enseigne, elle se disait, bon, bah voilà, on sent qu'on doit modifier des trucs, mais on ne sait pas trop quoi. Et donc, c'est ce qu'on a fait, et tout le travail qu'on a pu ensuite rendre aux clients, ça a servi de brief, en réalité, à une agence de communication et de design, puisque ça, ce n'est pas notre métier, on n'est pas une agence de design, pour justement, derrière, suivre parfaitement les préconisations. Le concept et être plus en adéquation, alors avec aussi les partis pris et le choix de l'enseigne, mais la vision des clients et l'adhésion des collaborateurs, un triptyque qui est fondamental en fait dans la réussite. Et petit élément de satisfaction, on a eu quand même des retours plutôt positifs de la part de l'enseigne qui a affiché un plus 30% de plus 30 à 40 même, selon les moyenne, unités. Donc, sur les unités. On peut dire que ça a bien marché. Donc voilà, donc on a une satisfaction importante par ce recentrage de l'enseigne autour de sa singularité, mais aussi quand même en conservant quand même ce qui a fait aussi sa force créatrice. Oui, puis de choix, Frédéric, de choix. C'est-à-dire qu'on assume, on prend des directions, on arrête de vouloir cocher toutes les cases, on les assume. Et les clients satisfaits, in fine, on l'espère en tout cas qu'ils l'ont traduit par le chiffre. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, cette enseigne-là, mais c'est vrai pour d'autres, tu aperçois qu'effectivement, elle avait déjà des super forces sur le produit, sur le truc. Et en fait, ça a été un peu pollué par le reste, alors qu'en fait, il y avait une espèce de rail qui était à assumer et de dire, attends, on est bon là-dessus, on doit l'être, quoi. Mais c'est normal parce que les équipes, elles ont aussi envie de faire des choses nouvelles, des choses différenciantes. Mais on n'est pas seul, on n'a pas raison tout seul, quoi. Alors ça me fait donc Maël me fait un signe pour qu'on avance sur le deuxième exemple, qui est mais évidemment il y aura un lien. Et pour le coup là il y a une question d'image et de fonction, puisque là on est dans le cadre d'hypermarché. Alors on fait beaucoup de travaux pour les hyper sur la partie alors pas tellement nouveau concept, parce que encore que un remodeling d'hyper aujourd'hui, il faut peut-être aller un peu vers le nouveau concept. Et là pour le coup l'exemple c'est un hypermarché en remodeling qui se dit bah voilà, je vais qui est un peu vieillissant, etc. Et il dit bah je vais repenser mon concept autour de l'hypermarché moderne, etc. Et pour le coup la logique de sa surface était que bah voilà, c'est un hyper par nature, par ses mètres carrés. Et donc, assez logiquement, il se dit, bah, je vais assumer ma position d'hypermarché, de gros hyper, etc. Ce côté force de l'offre, de la largeur de l'offre, etc. Et en fait, l'idée, c'était que ça fonctionne, et ça fonctionnait pas si bien que ça. Et en fait, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça, quoi? Vas-y, je vais peut-être aller un peu ton taf. Non, mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, Fred, de la façon dont on a fait effectivement. Alors, on était sur un centre qui avait quand même une certaine légitimité sur sa zone, et donc qui voulait effectivement assumer une fonction assez large, alimentaire et non alimentaire. Et l'objectif, ça a été de l'aider dans ce. Il sentait par les résultats qu'il n'était pas forcément. Attends, je t'interromps juste. David, c'était avant le remodeling, ça, ou ça a été fait à quel moment Alors, ça a été fait. Il y a eu deux phases d'ailleurs. Il y a eu une première phase très en amont, avant remodeling, qui avait donné déjà quelques pistes. Et ensuite, parce qu'on peut intervenir effectivement sur les deux. Non, mais voilà, ça, parce que des fois, tu dis on intervient en pompier, là, je crois que ce n'était pas le cas. Il y avait une réflexion. Il y avait une réflexion. On était. Management. Le magasin, non, pas du tout. Le magasin n'était pas touché, mais par contre, il y avait des résultats qui n'étaient pas forcément à la hauteur. Et donc, forcément, la personne se posait légitimement les questions de savoir quoi faire. Lui avait forcément des idées, mais il voulait le confronter à l'avis de la clientèle. Et donc, l'avis de la clientèle a été quand même assez intéressante. Là aussi, on procède toujours à des phases à la fois qualitatives, quantitatives, c'est-à-dire qu'on va aller en profondeur dans les phases qualitatives, où on va même les amener à se projeter sur des images qu'on appelle des portraits chinois, c'est-à-dire des représentations en fait qui se font du magasin. Souvent, ça aide les gens à utiliser on va dire un langage assez imagé, mais nous derrière, on y met des choses quand même assez concrètes. Et donc, on a travaillé beaucoup en profondeur là-dessus, et puis toujours avec une phase quantitative, soit en magasin ou par les réseaux sociaux aussi, qui sont des nouveaux vecteurs aujourd'hui de collecte d'informations. Et à travers tous ces éléments-là,
on a été plus sur une préconisation d'un recentrage de son hypermarché beaucoup plus vers ce qu'on appelle le PFT ou le PFLS, pardon, ou le frais traditionnel, davantage l'accentuer et conserver, je le fais très schématique, hein, parce qu'on est rentré dans beaucoup de détails, mais conserver on va dire un non alimentaire de subsistance, ou en tout cas, on va réduire au permanent et réduire au 80. Beaucoup plus pousser sa vocation proximité. Exactement. Bah, c'est même pas. Attends, c'est plus que ça, David. Se positionner. C'était dire, je suis un hyper. Je vous remets un peu. Oui, non, tu as raison. La logique, un peu brutalement, mais la logique, c'était de dire, je suis un hyper, j'assume mes fonctions d'hyper, je sors du muscle, ce qui peut s'entendre parfaitement. Tout à fait. En fait, la réalité de l'attente conso, c'était de dire, on a besoin d'un hyper de proximité. Ça. Et l'image de fonction. Oui, c'est une question de fonction. Qui était attendue, c'était d'être un hypermarché de proximité, mais exactement. C'est-à-dire, en fait, avoir de la proximité dans une largeur, un espace qui permet aussi d'avoir du confort d'achat, etc. Mais l'image, elle était celle-là. Quand tu parles de trad, de frais, etc., ça veut dire que… Et d'ailleurs, quitte à réduire d'ailleurs souvent la partie nonale à sa portion. Ça a été l'enjeu, ce qui a permis de récupérer quand même des mètres carrés non négligeables et pouvoir travailler davantage sa zone frais. Et là aussi, les résultats, on a eu des échos positifs de cette orientation qui était très risquée, puisque même si le magasin avait des difficultés, il faisait quand même un chiffre qui n'était pas neutre et voulait effectivement répondre à toutes ces unités de besoin. Mais ce recentrage par son remodeling a plutôt été payant. Et comme disait David, on a intervenu avant, mais on a aussi intervenu après, plutôt dans une phase de validation et de correction, parce qu'il y en a toujours en fait. On sait qu'un remodeling en moyenne, c'est tous les 10 ans, mais qu'entre ces 10 ans, il faut souvent bouger et s'adapter. Et donc, on a été amené par au moins 2 phases à tester, contrôler, faire du controlling en fait, sur les effets de ce remodeling et quelques petits ajustements. Oui, puis entre ce qu'on prévoit sur le papier et l'exécution, évidemment, il peut y avoir des distorsions et c'est intéressant de les mesurer. Et ce cas est très intéressant. Mais ce cas est très intéressant. Et si je peux aller un petit peu plus loin sur la partie méthodo, que je trouve toujours très intéressante, en focus group, en table ronde, peu importe comment on l'appelle, quand tu parlais de portrait chinois, c'est super important parce que le consommateur, évidemment, ne va pas se projeter, lui, sur un positionnement marketing. Ça, c'est trop abstrait. On le recruta pour ça. Exactement. En revanche, on allait jusqu'à, pour vous dire, d'un point de vue même pratico-pratique, jusqu'à créer un petit jeu de cartes avec des figures emblématiques de, je sais pas, l'animateur de télé, l'acteur, le personnage politique, etc. Évidemment, qui sont très segmentés et qui portent des valeurs chacune différentes et qu'on donne aux consommateurs et ils jouent avec. Donc, il y a un aspect assez ludique, mais qui est hyper efficace en fait en focus group. Ce qui est très important aussi, c'est le côté externe, mais ça, évidemment, par nature. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la… on est hyper neutre et on n'est pas dans la promotion, évidemment, d'un concept. Et ça, c'est fondamental, ce qui nous permet aussi que les consommateurs, ils se lâchent, quoi. Et vous savez comme moi, pour ceux qui l'ont pratiqué, qu'ils voient tout. Les consommateurs, ils sont hyper experts, en fait. Ils sont parfois paradoxaux, mais ils sont hyper experts. Ils voient tout et ils le disent brutalement. Donc c'est ça qui est super intéressant. Alors, nous, notre rôle, c'est de le digérer et de le remettre, effectivement, dans des recommandations ensuite, parce qu'il y a à apprendre à laisser. Oui, mais ce cas-là était très intéressant. Aussi, par rapport à la zone. Et c'est vrai que sur ce type au niveau du magasin, des remodelings, on en a fait plein. Alors, c'est vrai que parfois, on intervient donc très en amont. Moi, je me souviens aussi d'être intervenu dans un point de vente qui me sort ses plans de remodeling, par exemple, et qui me dit, tiens, je vais mettre ici tel type de rayon, ici tel autre. Et je lui pose une simple question en disant, pourquoi, effectivement parce qu'on a l'habitude de faire comme ça. Et ça, vous voyez, typiquement, l'habitude, c'est bien, ça peut marcher. Bon, d'abord, il faut des convictions, et ça, c'est important, et les assumer. Bon, c'est mieux si on demande l'avis de son principal intéressé qu'est le client, quoi. Oui. Il y a un rapport intérêt-investissement. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu vas mettre des centaines de milliers d'euros, voire des millions sur la table, oui. Si on compare le coût du plantage, ça peut valoir le coût du plantage versus le coût d'une étude, je te confirme qu'il n'y a pas photo. Mais ça, c'est intéressant. Autre exemple qui me vient en tête pour rester sur ce sujet-là, là, on est arrivé en tant que pompier. C'est un magasin qui se transfère, qui refait presque un temple un peu de la consommation, à son image. À son image. Et ça, c'est intéressant. Je prends ce terme à son image parce que c'est finalement la conclusion qu'il a eue lui-même en disant je me suis un peu trompé, j'ai fait un magasin pour moi et pas pour mes clients. Et là, tout le travail qu'on a eu, ça a été, il avait détruit la fonction de proximité là pour le coup dans son point de vente, alors qu'on restait sur une agglo plutôt moyenne, voire petite. Et tout le travail là qu'on a eu, ça a été de remettre de la proximité. Ça, bien sûr. C'est une agglo plutôt moyenne, etc. Mais dans un territoire qui a un vrai terroir. C'est-à-dire qu'il y a une relation
à la proximité, à la quotidienneté, dans l'identité. Je veux dire, c'est pas une grande métropole hyper urbaine, bobo, etc. Donc, finalement, cette notion de proximité, de lien avec le client, le commerce, et notamment, mais même notamment sur le trad, ou même sur les desserts, etc. Donc, voilà, où c'était compliqué. Finalement, il y a eu une mise en distance du consommateur par rapport à l'offre, quoi. Par cette espèce de modernisation, alors que ça manquait de commerce, quoi. Et aussi, juste une petite précision, inspiré d'un autre, on va dire, voilà. Un autre point de vente dans une autre ville. Dans une autre ville. Mais la duplication, c'est compliqué. Ne fonctionne pas. Il faut adapter, chaque territoire est singulier, il faut assumer ses particularités régionales. Mais pour ça, il faut les avoir identifiées avant. Le magasin était beau, faut le reconnaître, mais c'est vrai que la réussite n'était pas forcément… Et puis, il y avait un élément important, c'est que quand on a travaillé avec les collaborateurs, avec la direction, etc., c'est que même si tu as raison, il y avait une volonté d'être dans une logique un peu moderniste, qui était une volonté affichée, mais que quand on a interrogé le staff, etc., toutes les valeurs qui étaient ces valeurs de proximité, de lien, de tradition, etc., elles étaient encore là, elles étaient même revendiquées. Tout à fait. Et c'est celles qui fonctionnaient et qu'on a éradiquées, pas à contre-cœur, en disant je vais être moderne, quoi. La modernité, c'est pas la modernité, c'est d'être présent au bon moment, au bon endroit, etc. C'est ça. Donc c'était pas l'image qu'on voulait d'être moderne, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, en revenant sur des basiques, tout en utilisant un nouvel espace de vente propre, sympa, etc., ces valeurs, elles étaient déjà là. Et les retirer de ce voilà, je reviens un peu à la notion de storytelling, mais de l'histoire qu'on raconte, et en plus exécuter comme tel dans le magasin, et ben c'est là que finalement les clients ils étaient perdus. Et on a même des clients qui partaient sur des concurrents, je ne sais pas si vous vous souvenez, en disant si c'est pour aller dans un hyper qui ressemble à l'autre, je vais aller vers celui qui est plus proche de chez moi, alors qu'avant on avait une relation, des produits, la mise en avant des éleveurs, etc. etc. Et donc, parfois, le mieux est un peu l'ennemi du bien, quoi. Donc, très, on va dire, fourre-tout, mais très commerçant. Et cette transition, elle a été très, très compliquée. Elle partait, je pense, d'une bonne idée, mais pas suffisamment maturée, réfléchie sur ce qu'était l'identité de quelque chose qui marchait bien dans une sorte de fouillis, à quelque chose de complètement cathédral. Non, mais tu as raison. Mais c'est souvent, de toute façon, la même question, c'est pourquoi on fait les choses, finalement. C'est ça. Alors, on les base sur des partis pris, c'est important. Encore une fois, je dis des convictions, bien sûr, sinon on ne fait rien. Mais ça n'empêche pas de les partager avec ceux qui vont fréquenter les magasin. C'est simple que ça. Alors, intéressant. Là, je voulais qu'on soit un peu plus méthodo sur cet exemple, parce que c'est une méthodo qu'on rencontre assez peu. Alors, chez nous, non, parce qu'on est assez adepte de ça. C'est le shop volé. Et le shop volé, tu vas nous en parler, Fred. Alors là, pour le coup, c'est dans le cas d'un concept. Alors, on peut donner plusieurs exemples, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cette méthode que nous, on aime bien et qui fonctionne bien? Alors, c'est une méthode qui est quasiment, on va dire, entre le quali et le quanti, puisqu'elle va opérer à différents niveaux. C'est souvent une immersion, donc on s'immerge avec quelqu'un de qualifié quand même dans l'immersion auprès du point de vente. Il y a trois phases principales, trois phases importantes. Il y a l'observation. L'observation des consommateurs, bien sûr, ou consommatrices, quand ils sont dans le point de vente, dans ce qu'on appelle une phase ethno. Il y a une phase interrogation, interview, mais sur des interviews qui peuvent être filmées, parfois enregistrées, des interviews qui sont actives, c'est-à-dire qu'on va avec la personne et on va lui demander de commenter ce qu'elle voit, par exemple, de partager sa vision du point de vente. Non, mais ce que tu dis, c'est que tu fais les courses, parce que c'est souvent toi qui fais, tu fais les courses avec eux. Mais concrètement, c'est ça. Bien sûr, non, mais c'est pour préciser, parce que toi, tu as tellement l'habitude. C'est pas on filme dans une salle après que les… Ah non, c'est ça, c'est autre chose. C'est que tu fais vraiment tu fais des courses avec les gens, quoi. C'est ça. Et on essaie quand même d'interroger, c'est pour ça que je parle de frontières entre le quali et le quanti, on essaie quand même d'interroger des échantillons, on va dire, importants par rapport à un quanti, mais voilà, quand même assez significatifs, avec des profils qui sont suffisamment variés, pas forcément, on n'est pas sur une représentativité, mais on est plus sur une notion d'exhaustivité. Et à travers ça, donc, on a des éléments, et ce sont des questions, bien sûr, qui sont des questions ouvertes, où l'objectif, voilà, c'est les gens s'expriment sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils partagent. Donc, phase d'enregistrement, phase d'expression. Et associé souvent à ça, on fait le même travail avec les collaborateurs. C'est-à-dire que on va
un peu à bâton rompu, discuter avec eux, voir comment ils perçoivent justement ces changements de concept, ces évolutions, qu'est-ce qu'ils aimeraient dans leur quotidien, dans leur travail. Et on peut là aussi les accompagner. Non, mais c'est marrant, c'est qu'ils ne sont pas timides en plus. Hein. Non. Je veux dire, quand tu. Non, mais les collaborateurs, quand tu commences. Avec des tiers. Et en fait, finalement, ça s'ouvre hyper vite, quoi. Et pour préciser. Au début, c'est un peu froid. Ouais, et puis, rapidement. Et pour préciser, Frédéric, évidemment, on ne l'a pas précisé, mais ce travail-là, souvent, on le fait dans des pilotes. Exactement. Je précise, hein, alors on peut le faire dans des avant évidemment sur l'ancien concept, etc. Mais quand il y a des pilotes, c'est quand même assez pratique parce qu'effectivement là on va tester en live ce que l'enseigne a voulu faire. Et ce qui nous après derrière, parce que pas le conso ni le collaborateur d'ailleurs, c'est que derrière on a toute une liste de marqueurs du concept, ce qu'on a voulu mettre en avant dans un nouveau concept, et nous on va cocher les cases. C'est ce marqueur numéro 1, c'est compris, vu, pas vu, incompris, rejeté, etc. Et tout y passe. Donc, il y a tout ce qu'on appelle chez nous des points de contact, de l'arrivée devant la vitrine jusqu'au moment où on a payé. Mais tout y passe. Donc, parfois, c'est plus de 100 points de contact qui sont testés, largement. Hein. Ça peut être, par exemple, la communication sur le lieu de vente, comment elle renvoie ou non l'image du nouveau concept, mais dans la perception du client, hein, bien sûr. Si le client il n'a pas vu tout ce qu'on a mis en place, parfois vous avez des changements sur le lieu de vente, des changements de concept où il y a des choses qui sont mises en place qui coûtent les deux bras, pour être clair. Si c'est pas perçu, pas compris, voire pire, rejeté, c'est bien de le savoir. Ça me fait penser dans une enseigne dans le sport où il y avait un mur digital qui était un peu qui coûtait un peu cher et qui était rejeté en bloc. Et qu'à un moment donné, une zone quand même assez importante du point de vente. C'est bien de le savoir avant de déployer, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais l'idée c'est ça. C'est quand on travaille nous sur des pilotes, c'est mieux, mais parfois, tant pis, c'est sur des plans 3D. Mais c'est l'idée de se dire, OK, est-ce qu'on y est ou on n'y est pas avant de déployer le concept? Parce que quand on a un réseau de points de vente, contrairement au premier exemple de, je ne sais pas, 300, 500, 1000 points de vente, c'est bien de le savoir avant, quoi. Voilà, et tout notre rôle, il est là, quoi. Ça, on appelle ça la méthode IDP chez nous, c'est-à-dire identifier, dimensionner, prioriser. C'est ça. Et ça, il faut avoir un regard neutre. Mais ce qui est intéressant dans le fait d'avoir des nouvelles méthodes comme le shop volley ou même ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est de faire la traduction entre ces verbatims, entre le moment, entre la façon dont ça fonctionne, dont ça s'enchaîne dans le parcours client dans le magasin, et puis justement le concept très posé, très identifié, etc. Allant jusqu'à dire, quand je parle d'identifier, dimensionner, prioriser, c'est de se dire peut-être au final, ce qu'on a identifié, c'est que la problématique, c'est une problématique d'étiquette. Le dimensionnement, c'est qu'il y en a dans tout le magasin et que ça marche nulle part, et que oui, c'est priorité numéro 1. Alors, évidemment, je caricature un peu, mais ça, c'est intéressant. Et dans aussi l'interrogation collaborateur, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et c'est assez logique, c'est pas toujours évident pour eux d'arriver à s'exprimer dans un cadre interne, etc. Bien sûr. Finalement, avec nous, il y a quand même un lâchage qui est assez fort, quoi, et qui est souvent hyper riche, quoi. Et c'est souvent individuel. On ne prend pas les noms. Non, c'est anonyme, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. C'est intéressant. On essaie souvent d'avoir quand même différents profils dans le management, bien entendu. Mais l'idée, c'est effectivement d'être complètement anonymisé et surtout d'avoir des échanges individuels. Donc, ces échanges individuels permettent un peu d'approcher les choses et de voir la réalité, on va dire un peu l'envers du décor, mais aussi les préoccupations, les interrogations qui restent encore, les incompréhensions souvent, parce qu'on sait que la réussite, on le dit depuis le début, c'est les clients, mais c'est aussi et surtout et avec les collaborateurs. Donc, c'est un tout qui fonctionne bien, qui doit bien fonctionner. Et donc, notre rôle va être de l'identifier, parce qu'on en parle, mais le bout du bout, c'est d'arriver à lister et préconiser pour préparer une phase suivante de correction, d'ajustement. Et ça, on se dit, il faut tous les publics pour ça. Et dont, bien sûr, les collaborateurs. Mais est-ce que les collaborateurs, finalement, dans toutes les enquêtes qu'on a fait ou les qualifs qu'on a fait avec des collaborateurs, c'est pas eux, finalement, c'est eux qui font fonctionner le concept, parce que si un concept il n'est pas exécuté, tu vois, si ça reste un truc hyper stratosphérique, tu vois, du gourou qui dit ouais, on va fabriquer du bleu, vert, etc. Bon, ça nous est déjà arrivé, tu vois, avec des archis, etc. C'est leur métier, c'est normal, ou des créatifs. Et après, il faut exécuter dans le magasin.
Enfin, tu vois, c'est le truc qui rend réel le concept. Nos clients choisissent les meilleurs, on va dire les meilleurs sites avec les meilleurs collaborateurs, ceux qui sont performants, pour que ça réussisse, on va dire, ceux qui sont les plus volontaires, ceux qui ont des performances, etc. Bon, c'est bien aussi de le faire sur des magasins. Souvent, les pilotes, c'est ce qu'on parle. Ouais, bon, plus en difficulté pour voir si effectivement le concept a un effet, on va dire, levier sur la performance. Ça, c'est peut-être un peu moins fait ou moins bien fait. Mais dans tous les cas, effectivement, le collaborateur, les collaborateurs restent les éléments fondamentaux. Oui, mais tu vois, moi, je les vois plutôt dans une logique d'exécution, mais peut-être je me trompe. Est-ce que sur la partie stratégique aussi, storytelling, ils ont des choses intéressantes à dire, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Alors où est-ce qu'on se dit concrètes. Ouais, non, mais voilà, mais qui peut remonter justement pour dire, d'un point de vue conceptuel, histoire que tu racontes de l'offre, ça ne fonctionne pas parce que ça dépend de la strate. Pour le coup, ça dépend de la strate managériale. C'est pour ça qu'on interroge différentes strates managériales. Mais sur certaines strates, oui, il peut y avoir effectivement des questions sur l'intérêt d'aller chercher telle cible, de se positionner sur tel type de produit, d'aller vers tel type d'orientation. Bon, voilà. Après, il y a quand même des décisions qui sont prises par l'enseigne sur des orientations nouvelles ou des orientations appuyées, mais c'est quand même toujours intéressant. Mais on va dire que 80 ou 70-80% du corpus qui sort de ces réunions, c'est l'exécution, c'est effectivement ce que le gourou a dit, mais qui dans l'exécution, on n'y est pas, quoi. C'est impossible, où il y a des choses qui font barrière, qui font pas sens. Non, mais c'est vrai qu'il y a deux choses qui ressortent, c'est le sens très souvent. C'est assez classique, mais là tu dis vraiment, c'est un peu. Tout le monde en parle pourtant du sens de ce qu'on doit faire. Le bon en RH aujourd'hui, c'est hyper important, et ça c'est souvent mis de côté. Et puis il y a quand même un élément, alors je vais pas dire qui fâche, mais qui ressort toujours aussi. C'est la partie incentive, mais qui n'est pas forcément incentive au sens pécunier. C'est de dire on me demande toujours plus sur un truc. Alors je comprends pas pourquoi on me demande de le faire. Deux, ça va me faire plus de taxes parce que c'est souvent en plus, quoi. Donc c'est important aussi de remonter ça pour dire, parce que si ça se fait pas, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de le faire, ni l'envie, ni même le temps, tu vois ce que je veux dire. Je me souviens de certains concepts qui étaient des concepts où il y avait peu de monde en magasin. Finalement, on leur ajoute du service, en disant mais comment je fais pour séquencer ma journée? Et là, clairement, dire on a un concept, mais le séquençage réel dans le magasin, dans toute la vie des collaborateurs, j'arrive le matin, enfin tu vois, la séquence hyper concrète, mais en fait ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que ton concept, tu ne pourras jamais le déployer. Ça, dans le Chevrolet, on le voit dans l'observation. Et avec des impacts concrets sur le client. Parce qu'effectivement, si le collaborateur n'a pas le temps de faire toutes les missions qui étaient prévues, ça a des impacts très concrets sur l'expérience client. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin, le nouveau concept, le parcours client, c'est pourquoi? C'est pour avoir une expérience client au top. A priori, en tout cas meilleur qu'avant. Et voilà, donc c'est tout ça là qu'on va mesurer. Et pour rebondir sur ce que tu disais, notre rôle à nous, c'est vrai que tu as raison, et bon, les gourous, peu importe comment on les appelle, mais en tout cas, voilà, le rôle de tous ceux qui font des concepts, évidemment, c'est de faire un concept sympa, qui fait rêver même, c'est ce qu'on leur demande. Bon, c'est vrai que nous, notre rôle, c'est ce rêve-là de le tester concrètement. Qui fait rêver le client, le consommateur fait rêver le client. Oui, tu as raison, c'est une bonne question. Tu as raison, il y a un peu de ça. Et nous, notre rôle, souvent, quand on vient nous chercher, souvent, c'est les directions d'enseigne qui viennent nous chercher, il y a ce côté-là où ils nous disent, en gros, bon, ok, j'ai ça qui a l'air sympa sur le papier, moi, j'aimerais que vous y mettiez, en gros, du pragmatisme, du bon sens et la réalité terrain. Il y a un peu une façon d'objectiver la créa, quoi. Enfin, de dire la créa elle est hyper sympa, mais il faut l'objectiver, la rendre réelle, etc. Alors, et juste pour finir, ça se passe de concert parce que souvent, quand même, ce qu'on a eu, c'est qu'on était l'agence design quand on travaillait avec eux aussi. C'est-à-dire qu'ils faisaient le concept, c'était pas contre. Ils faisaient le concept, on testait, on regardait, on disait ça, attention, il va falloir modifier parce qu'ils n'ont rien compris. Ou là, ça passe pas parce qu'effectivement, ça crée, les collaborateurs ne peuvent pas l'assumer. Voilà, souvent. Et puis donc, hop, ils font une V2 et ainsi de suite. Ça se fait de concert. L'autre rôle qu'on a également, qui est très important, très souvent, c'est un rôle un peu de garde-fou aussi. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs en point de vente ou au niveau d'une enseigne, c'est qu'on va avoir différentes propositions de différents acteurs. Tu parlais d'architectes, d'agence design, d'agence de com, peu importe. Et nous, on a travaillé effectivement de manière extrêmement précise sur ce qu'attend le consommateur par rapport à une enseigne. Et toutes les propositions qui vont être soumises par les différents acteurs, souvent le rôle qu'on nous demande d'avoir, on ne prend pas forcément, c'est celui qu'on nous demande d'avoir, c'est de dire, OK, là, ce qui est proposé, c'est dans la plaque de ce qu'il faut faire en termes de concept, ou en tout cas le positionnement vers lequel on doit aller, ou pas. C'est ça. Et souvent, on est utilisé comme ça aussi. Voilà.
Alors, j'ai une autre question à vous poser, mais pendant ce temps, n'hésitez pas à préparer vos questions et à les envoyer sur les commentaires, comme ça on pourra être actif. Est-ce que d'après vous, dans l'expérience que vous avez, il y a quand même un élément, enfin en tout cas, un moment ou en tout cas un axe spécifique dans le déploiement d'un concept qui pêche le plus? Est-ce que c'est l'exécution? Est-ce que c'est la strat qui s'adapte pas au magasin? Est-ce que c'est les consommateurs qui comprennent pas un élément qui est un élément clé du truc? Ou est-ce que c'est en fait faut tout revoir? Enfin, est-ce qu'il y a un moment précis dans le déploiement d'un concept, de la strat jusqu'au carrelage, qui est quasiment systématiquement oublié ou qui pêche à chaque fois, etc. Ou est-ce qu'on a que des cas hyper différents? Et rarement, faut tout revoir quand même. Oui. Voilà, heureusement d'ailleurs. Non, parce qu'il y a une volonté de faire des choses. Bien aussi, sûr. Et puis, souvent, on n'est pas là pour tout casser. C'est plutôt des améliorations, des ajustements. C'est ça. Moi, mon point de vue, mais tu compléteras, c'est souvent quand même, je trouve, les distorsions, l'éloignement, peu importe comment on l'appelle, entre ce qu'on a mis sur le papier et ce qu'on a fait physiquement. Moi, je trouve que c'est toujours là où on pense, on pensait que ça allait marcher. Et ça ne marche pas. Un peu la photo du plat sur le menu, est-ce que tu as dans la c'est un peu ça, quoi. Moi, je trouve que souvent, là, il y a des soucis ou des choses dont on est persuadé et finalement non, des choses qui étaient peut-être sous-évaluées ou on se disait ça n'allait pas trop jouer, qui sont fondamentales finalement. Ou alors un manque dans l'exécution, un manque de suivi. C'est-à-dire qu'on a une super idée, mais elle ne va pas être accompagnée, elle n'est pas expliquée, donc du coup, personne s'en sert. Enfin voilà. Moi, c'est toujours cette traduction entre finalement l'idée ou la proposition conceptuelle et puis sa réalisation, sa mise en œuvre. C'est là où je trouve que ça pêche le plus. Oui, alors pour répondre aussi à ta question, Antoine, c'est souvent quand même, il n'y a pas forcément de choses qu'on peut répliquer qu'on appelle des tests de concept, un autre test de concept. Il y a souvent des particularités qui sont propres en fait au concept. Oui. On a parlé tout à l'heure dans le premier cas d'un problème de positionnement. Parfois, c'est dans l'exécution que ça pêche et que le concept est finalement bon, mais mal exécuté parce que mal compris, d'où l'intérêt d'interroger les clients et les collaborateurs. Donc, il n'y a pas forcément de… Enfin, voilà, c'est pluriel en fait, la réussite. Moi, j'y vois pas mal de… Après, il y a des éléments territoriaux aussi de localisation. Parce qu'on a bossé pour des chaînes, vous avez un super concept qui fonctionnait bien, etc. Et par contre, il y avait notamment des gros magasins ou des magasins vraiment sur lesquels on comptait, ça ne marchait pas du tout. Parce que le concept, alors je ne vais pas te trahir, mais la localisation était tellement particulière qu'en fait, il fallait faire autre chose, quoi. Ça, c'est l'autre aspect. Tu vois, c'est un peu l'exception aussi qui fait que soit tu le fermes, soit en fait ça devient quelque chose d'autre. Ça, c'est l'autre aspect, effectivement, pour en avoir pas mal visité, où tu te dis, ce point de restauration, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Enfin, non, mais voilà. Bon, tu te dis, au bout d'un truc, il y a 4 concurrents avant lui. Bon, voilà, avant d'affirmer une singularité, je vais faire 3 km de détour pour aller le voir. Enfin bon, mais là, il y a une logique de géographique qui appelle. Bien sûr. Ou Paris-Province, ça, on a eu aussi. Bien sûr. Alors maintenant, on déploie. Non, mais c'est des magasins qui sont bien parisiens, quoi. C'est ça. Ça marchera peut-être dans le cœur de Lyon, ça fait 3 magasins. Je vais même aller Bordeaux, mais reste, quand tu vas être à Bergerac, moi qui suis de là-bas, ça ne fonctionnera pas, quoi. Je vais même aller plus loin, Antoine. Pour une enseigne de proximité de magasins sur Paris, donc peu importe, on allait plus loin, c'était même Paris Intramuros, première couronne, deuxième couronne et province. C'est-à-dire qu'il fallait pas avoir la même approche. Parce que voilà, les consommateurs nous disaient que ça n'avait rien à voir. Jusqu'à d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais où on est parfois, on nous demande d'aller jusqu'à la plateforme de marque. Tout à fait. On travaille aussi là-dessus. Avec un sujet évidemment intéressant, on dit quand je suis un point de vente, j'ai par exemple mes propres marques, par exemple, on pense cocher toutes les cases, c'est-à-dire le spectre, bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, peu importe, et on s'aperçoit que c'est pas le cas, qu'on a un trou dans la raquette, que ça fonctionne pas. Et là, pareil, les retours consommateurs, moi je me souviens d'une table ronde qu'on avait fait derrière la Vie de Santin, vous savez, dans une salle spécialisée. C'est la question que j'allais te poser, c'est comment nos clients prennent ça, parce que des fois ils le prennent un peu en plein visage, quoi. Ça dépend comment c'est fait, par qui c'est diligenté aussi, et qui est associé. C'est compliqué. Parfois ça peut être compliqué, c'est-à-dire que l'exemple que je prenais là, donc sur la plateforme de marque, en gros, les clients étaient franchement pas tendres avec on avait fait des portraits chinois sur la marque et c'est vrai que les retours, les associations étaient quand même assez violentes.
Voilà, quand on parle de toi, ta marque, c'est comme un cafard, c'est compliqué quand même. On a eu ça. Bon, là, j'avais le directeur marketing qui faisait des bons à la levée de 100 quoi. C'est-à-dire qu'il y a une carte cafard dans nos jeux de cartes. Oui. Non, mais il faisait des bons, il faisait des bons à la levée de 100, il voulait rentrer dans la pièce pour expliquer. Il ne faut pas qu'il avait tort. J'en ai fait quelques-unes, c'est vrai. Il y a des gens qui s'énervent, mais il n'a pas le droit de dire ça. Évidemment, en magasin, ça ne pas faire. En magasin, ça arrivait également autour de table ronde, ce qui est normal. On veut défendre aussi son. Voilà, c'est son positionnement, son concept, ses convictions. Sauf qu'il faut, évidemment, il ne faut pas. C'est ça. Mais il y a de l'émotionnel là-dedans, de toute façon, évidemment. C'est pas que rationnel. Bien évidemment. Donc, oui, c'est arrivé. Alors, après, quand ça se passe bien, c'est qu'effectivement, dès le départ, l'ensemble des équipes qui sont parties prenantes, alors je pense souvent au marketing quand même, dans l'entreprise, savent que effectivement, ça va être audité. Parce que ce qui peut être compliqué, c'est si c'est porté, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant 6 mois avec une agence design sur un concept, puis là on vous dit bon maintenant on va l'auditer. Alors c'est sûr que c'est un peu son bébé, quoi. Ouais, bien sûr. Et là il faut accepter le jeu. Ouais. Non, mais surtout quand tu as fait un gros chèque avant. En plus, si c'est sûr que si on dit après ça va pas fonctionner, il y a des trous partout dans la raquette, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Ok. Bon, très bien, passionnant. Alors. On a volontairement fait un échange avec plein d'exemples, etc. Alors maintenant, si vous avez, est-ce qu'on a des questions, Maël? On n'a pas de questions. On a tellement été brillants qu'on n'en a pas. Alors, ce que je vous invite à faire, moi, c'est de toute façon, vous envoyer un mail récap avec aussi la visio, si vous voulez la partager, etc. Parce qu'on enregistrait, bien sûr. Échanger sur vos projets et voir comment, justement, toutes ces différentes méthodes, on peut les mettre en place pour sauver ou améliorer ou aider le passage à l'échelle d'un nouveau concept ou d'un remodeling, ou que ce soit à l'échelle d'un magasin ou d'une enseigne. Voilà, bon, ça fait 15 ans qu'on fait ça, 20 ans. Ça fait mal. Peut-être pour préciser, ça fait 15 ans sur des centaines de points de vente, parce que c'est ça, sur des centaines de points de vente, que ce soit, comme tu le dis, au niveau d'un point de vente ou au niveau d'une enseigne. Voilà, à chaque fois avec des succès derrière. On a cité quelques chiffres, mais on en a plein d'autres. Et parfois, on ne l'a pas dit, mais il y a des choses, on doit dire, qui ne sont pas forcément tendres. Ah non, bien sûr. Qui amènent aussi le concept. On est là pour ça. On est là pour ça, justement. À mettre rideau dessus. C'est pas toujours la fin, n'est pas toujours. Et puis avec des méthodologies pour peut-être conclure là-dessus, les rappeler, qui sont très souvent quand même, qui associent plusieurs expertises. Je vais plutôt parler d'expertise. Quelles sont les expertises que toi tu maîtrises, Donc on a parlé beaucoup de quali, quanti. Est-ce qu'on y met derrière? Je veux dire, peu importe, mais shop volet par contre, qui est vraiment, je trouve, fondamental. Donc shop volet, quali, table ronde, puis quanti bien sûr pour après avoir des pourcentages, etc. Mais c'est vraiment de maîtriser tout ça, associé, et ça c'est fondamental, à une connaissance du point de vente. C'est-à-dire que c'est pas que effectivement de l'écoute conso, c'est comment je retraduis ensuite tout ce qu'on a relevé de la part du client dans un contexte sur le carrelage, quoi. Et ça, c'est une vraie expertise qu'on a depuis les magasins, on en a visité des milliers. Non, mais c'est sûr. C'est que la reco, après, elle est hyper précise, quoi. Quand je dis la méthode UDP, identifier, dimensionner, prioriser. Ah oui, on n'est pas dans le. Effectivement, je me souviens d'une étude qu'on a fait sur un. Alors, on n'a pas parlé, moi, c'est un peu mon dada, sur la Customer Journey Map, sur des sneakers, en l'occurrence, pour une marque. On avait audité effectivement plus de 100 points de contact entre les différents stades de l'attrition jusqu'à la fidélisation, allant jusqu'à l'étiquette, le conseil, est-ce que je passe par tel canal, la sensibilité de l'acte d'achat, la concrétisation de l'acte d'achat avec finalement la source qui était réseau social, mais quel réseau social, la recommandation, l'adoption, etc. On arrive à des choses hyper précises et surtout qui sont vraiment, on peut prioriser en disant, pour que le concept il fonctionne aux yeux des consommateurs, il y a ces 10 points-là en premier, les 10, etc., etc. Donc ça, c'est quand même hyper concret. Voilà, on a essayé de tenir le timing. Il me reste 2,49. Maël, toi, tu n'as pas une question personnelle? Ça jamais. Ok, donc on vous enverra par email une petite synthèse de tout ça. N'hésitez pas à nous contacter pour parler de vos enseignes, pour parler de vos magasins et de voir comment on peut mettre en œuvre tout ça. Peut-être l'article Shop Volet. Oui, tout à fait. C'est consultable. Exactement. C'est vrai. On a fait travailler Fred, on a fait un article là-dessus. Donc oui, bien sûr, tu as tout à fait. Bon, on savoir un petit peu plus sur le shop. On mettra ça en lien aussi. Tout à fait. Voilà, je vous souhaite bon appétit. Pour ceux qui voient en replay, c'est parce qu'il est midi. C'est pas long. 11h48.
Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire sur un autre sujet. Alors, probablement sur la fidélité. Exactement. Sur la fidélité et sur la façon dont on peut l'activer, oui. Notamment via les canaux SMS, etc. Voilà. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci.